Salut, c'est Marco de Tough4Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de test du Acer Liquid Z110 Duo. Alors le Acer Liquid Z110 Duo dont je suis en train de vous montrer la boîte, et justement cette boîte qui a fait l'occasion d'une vidéo de déballage précédemment. Alors aujourd'hui, on s'attarde sur le téléphone en lui-même puisque c'est la vidéo de test. Vidéo de test qui fait aussi suite à une vidéo de preview que j'avais eu l'occasion de réaliser en début d'année lors du salon MWC qui s'est tenu à Barcelone. Et donc aujourd'hui, on est donc sur la vidéo de test. Alors vidéo de test qui va se découper en deux grandes parties, c'est le classique chez nous. Première partie, c'est le matériel, donc on regarde les spécifications techniques du téléphone, son esthétique, ce à quoi il ressemble donc, et ce qu'il compose. Et puis la deuxième partie, c'est finalement le système d'exploitation, les applications, l'usage même que l'on peut avoir, ce que je vais qualifier donc de logiciel. Alors c'est un peu les deux grandes parties, matériel versus logiciel, hardware versus software, et puis à la fin de la vidéo, bien sûr, conclusion, et on se dira si oui ou non, eh bien c'est un mobile à acheter, ou pas justement. Est-ce que c'est encore un mobile dans le coup? Est-ce que c'est un mobile qui est encore une bonne affaire? Et bien justement tout ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Alors première partie de la vidéo justement c'est le matériel, mais avant d'aborder cette partie matériel justement j'aimerais resituer un petit peu ce qu'est ce fameux téléphone. Alors le Acer Liquid Z110 Duo, qu'est-ce que c'est? Eh bien premièrement c'est un smartphone compact, écran de 3,5 pouces qui lui permet d'avoir des dimensions très raisonnables. Donc ça c'est la première chose, c'est un smartphone compact, c'est un smartphone avec des performances on va dire raisonnable, justement on reviendra sur cet aspect là, et c'est surtout un téléphone qui est doté bien, de deux emplacements carte SIM, donc il s'agit d'un dual SIM, d'un double SIM en français, et donc c'est bien pour ça qu'il s'appelle Duo, puisqu'il existe une version simple SIM. Et par contre, juste petite précision, parce que c'est une question qu'on me pose relativement souvent, oui, ce téléphone peut très bien être utilisé avec une seule carte SIM, je vous rassure. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un double SIM que vous êtes nécessairement obligé donc de mettre deux cartes SIM. Vous pouvez très bien l'utiliser avec une seule carte SIM. Alors le Acer Liquid Z110 Duo, qu'est-ce que c'est en plus? Eh bien c'est un mobile pas cher, tout simplement parce qu'aujourd'hui, donc on est en juin 2013 lorsque je fais cette vidéo, c'est un mobile qui vaut moins de 100 € sur le web. Mais c'est un mobile qui souffre forcément de la concurrence d'autres marques certes moins connues, mais qui ont fait des bons mobiles, qui sont notamment Wiko avec le Wiko Sync Plus et YouCall avec le YouCall Austin. Donc on se retrouve ici sur le marché notamment avec trois smartphones compacts, entrée de gamme et double SIM, qui sont donc le Wiko Sync Plus, le YouCall Austin et le Acer Liquid Z110 Duo. Et justement, eh bien, on va voir tout au long de cette vidéo si oui ou non, eh bien, c'est le téléphone à choisir par rapport aux deux autres que je viens de vous citer. Mais quoi qu'il en soit, première partie de la vidéo, et donc première partie de la vidéo, c'est l'esthétique de ce téléphone. Alors qu'est-ce que l'on retrouve sur ce téléphone? Et bien sur sa face avant, on retrouve un écran ici de 3,5 pouces, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Donc 3,5 pouces, ça fait 8,9 cm de diagonale, presque 9 cm de diagonale. C'est un écran qui, il y a 2 ans, aurait encore été qualifié de bel écran. Tout simplement parce qu'il y a 2 ans, on parlait encore de l'iPhone 4 comme étant un bon téléphone avec un écran 3,5 pouces. Aujourd'hui, vu l'abondance d'écrans 4,7 pouces, 5 pouces et 5 pouces et plus, sur le marché, justement, vu l'abondance de ces téléphones grand écran, eh bien aujourd'hui, on peut carrément qualifier ce téléphone de téléphone compact. Alors, petit tour de présentation. Qu'est-ce que l'on retrouve sur la face avant de ce mobile? Eh bien, on retrouve en haut de ce fameux écran, eh bien, on retrouve le marquage Acer. En haut du marquage Acer, on retrouve ici, on le voit, l'écouteur. Donc, c'est la sortie son primaire. C'est l'écouteur qui vous permet bien évidemment de avoir vos conversations téléphoniques. En dessous de l'écran, on retrouve ici 3 touches, qui sont des touches sensitives rétroéclairées, back, donc retour, pardon, en français, home, accueil donc, en français, et menu contextuel. Et ici, on retrouve bien un emplacement, enfin, en tout cas une fente qui tout simplement dissimule l'entrée micro primaire. Alors on remarque aussi deux petites notes stylistiques, une petite touche style aluminium en dessous, et pareil au-dessus, deux petites barres en aluminium, en tout cas imitation aluminium. Alors sur le dessous du mobile, on retrouve le micro USB qui vous permet la charge et la synchronisation de ce téléphone, sachant que le câble micro USB est bien évidemment fourni avec le téléphone. Sur le côté gauche, on ne retrouve strictement rien. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5 et un bouton on-off qui lui aussi a un petit peu de travail esthétique, c'est à savoir qu'il il donne un petit peu une illusion de chrome, voilà. Enfin, il a l'air chromé. Pareil pour le bouton de contrôle de volume plus-moins que l'on retrouve sur le côté droit du mobile, avec cette petite fente qui permet de retirer le cache batterie, comme je vais le faire d'ici quelques instants. À l'arrière du mobile, on retrouve un cache batterie. Alors il est disponible en deux couleurs, ici il est en blanc, mais il existe aussi en noir. Donc ce téléphone est proposé en deux déclinaisons couleurs, blanc ou noir. Personnellement, j'ai un peu plus d'affect, un peu plus d'attirance sur les versions blanches qui sont un peu plus fun, un peu plus originales. Mais bon, soit la version noire est aussi tout à fait sympathique. En dessous donc, du marquage Acer que vous voyez, on retrouve ici une grille qui est de la grille tout simplement celle qui permet de laisser passer le son procuré par le haut-parleur. Et au-dessus, on retrouve le capteur photo
eh bien le capteur photo, le seul, l'unique, puisqu'il n'y en a pas d'autre, 3 mégapixels. Et pas de flash LED, vous l'aurez remarqué. Alors dans la conception, le mobile est un mobile qui est relativement, on va dire, plastique. Voilà, relativement, certes, robuste, on va le voir d'ici quelques instants, mais voilà, dont la qualité de fabrication, qui n'est pas vraiment problématique, est faite à base de plastique brut. Alors ce qui fait, premier élément, que oui, on a un téléphone qui donne vraiment un sentiment d'entrée de gamme, ça on ne peut pas dire le contraire, mais deuxièmement, qui donne aussi, parce que le plastique à l'arrière est extrêmement brut et lisse, donne aussi un téléphone qui est glissant. Donc ce qui fait que vous êtes, moi en tout cas je vous le conseille de le prendre, vous êtes obligé donc de le prendre fermement en main pour éviter de le voir tomber, et c'est une prise en main qui est tout à fait bonne, puisque forcément vous avez des dimensions qui sont raisonnables. Donc au final, le cache-batterie qui est glissant peut être compensé par une très bonne prise en main, en tout cas une prise en main ferme, qui elle-même est liée à une bonne prise en main en raison de ses dimensions compactes. Voilà. Donc un téléphone qui se prend bien en main, qui est parfaitement utilisable d'une seule main et d'un seul pouce, vous le voyez, on n'est pas obligé d'avoir les deux mains pour le tenir, forcément, la taille de l'écran permet ce genre de choses. Alors ce téléphone, justement, eh bien, je vais me permettre de retirer le cache-batterie pour vous permettre de regarder eh bien, à votre tour l'arrière du mobile, ou plutôt son contenu, et notamment la batterie et les emplacements de carte SIM et carte micro SD. Alors, lorsque je retire le cache-batterie, qui est dans un plastique qui est relativement robuste, ça c'est une bonne chose, j'accède à la batterie. La batterie que je vais retirer qui est une 1300 mAh, alors je pense qu'on va pouvoir faire un petit zoom avec la caméra dessus, voilà, une 1300 mAh qui est une batterie format propriétaire BAZ1003, donc c'est une batterie Acer. À l'intérieur, on retrouve deux choses. On retrouve primo les deux emplacements de carte SIM. Alors vous aurez remarqué qu'ils sont en format classique, et moi personnellement j'ai jonglé avec des cartes SIM qui sont format micro et format nano. Bon, ça c'est ma petite jongle. D'ailleurs ça me permet justement de parler de notre opérateur partenaire qui est Pritel, que vous voyez ici en logo, enfin en tout cas que vous aurez reconnu. Voilà, qui nous permet justement de tester bien les mobiles avec ses services téléphoniques. Donc merci encore une fois de plus à Pritel. On retrouve également l'emplacement de la carte micro SD, sachant que le téléphone est fourni avec une carte micro SD de 4 Go. Pour ma part, j'ai utilisé ma propre carte micro SD, voilà, qui fait 8 Go. Mais enfin bon, ça c'est pour la parenthèse. La trappe est bien présente ici. Alors si je replace la batterie et que je rallume tout simplement le téléphone, ce qui va aussi nous permettre de voir l'écran de démarrage. Voilà. En espérant que ma petite manipulation n'ait pas décalé les cartes SIM comme vous l'avez vu à l'arrière, que justement je ne sois pas obligé de jongler avec cet aspect-là. Donc écran de démarrage, logo Acer, ok, certes, voilà. Logo Acer dans une autre couleur. Petite animation Acer, au cas où vous n'auriez toujours pas compris que vous êtes en face d'un téléphone Acer. Au cas où vous n'auriez pas compris que la première fois que vous l'allumiez, vous aviez bien acheté un Acer Liquid Z110 Duo. Alors on va continuer cette vidéo bien sûr, mais on va surtout laisser le téléphone bien faire sa petite séquence de démarrage. Voilà, on y arrive. Alors, surtout le téléphone va forcément me demander les deux codes PIN. Alors comme d'habitude, vous allez voir que je suis extrêmement imaginatif, je n'ai toujours pas changé les deux codes PIN de base. Alors, carte SIM numéro 1, ok, carte SIM numéro 2, ok, voilà. Donc j'ai deux codes PIN qui ont bien été demandés et j'ai bien pu déverrouiller mes deux cartes SIM. Voilà, donc ça c'était pour la petite phase, on va dire, de découverte, d'esthétique du téléphone. Juste une petite parenthèse, en tout cas en termes de dimension et justement en termes de poids. Donc il s'agit d'un téléphone qui est léger, puisqu'il ne pèse que 110 grammes. Bon, ça c'est logique, puisque le téléphone a un châssis qui est complètement en plastique. Deuxième parenthèse, donc c'est effectivement ses dimensions. Je vous ai évoqué un téléphone compact, mais soyons factuels, c'est un téléphone qui fait 11 cm de long, 6,2 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Donc on est sur un téléphone qui effectivement est compact. Alors, autre particularité sur lesquelles j'ai envie d'arriver, donc plutôt autre notion de test sur lesquelles j'ai envie d'arriver, sont les notions de torsion et les notions d'enfoncement. Alors, la notion de torsion, vous le savez maintenant, c'est quelque chose que je fais de manière classique dans les tests. Je prends le téléphone par le haut et par le bas du mobile et j'essaye d'appliquer une torsion pour voir jusqu'à quel point le téléphone est souple, ou en tout cas jusqu'à quel point il se déforme lorsque je l'utilise. Alors, très bon point, le téléphone n'est justement pas souple. En tout cas, il a une bonne rigidité. Donc, le cache-batterie a tendance à s'enfoncer, effectivement. Le téléphone émet un peu de craquement, forcément, il est en plastique. Mais dans l'absolu, le téléphone ne se déforme pas. Donc on a un châssis qui est de bonne qualité, même s'il est complètement plastique. Donc c'est déjà un bon point. Alors le deuxième test, c'est le test de l'enfoncement. J'appuie fortement sur la dalle tactile et on regarde si ça écrase l'écran. Alors effectivement, il y a une très bonne rigidité de la dalle, donc c'est déjà un très bon point. Et j'arrive à déformer l'écran, mais au prix d'une très grande pression. Là, je n'ose vous dire effectivement la pression que j'exerce. C'est très important. Là, je suis vraiment en train d'appuyer très fort sur l'écran pour réussir, en tout cas sur la dalle tactile, pour réussir ne serait-ce qu'à justement un petit peu l'impacter. Voilà.
Donc on a un téléphone qui est doté d'un châssis rigide et d'un écran qui lui aussi est rigide. L'écran par contre, plutôt la dalle d'ailleurs, n'est pas par contre Corning Gorilla, n'est pas traité antérieur anti-casse, mais elle manifeste, voilà, comme je vous l'ai montré, d'une très bonne rigidité, je me répète, et c'est un bon point. C'est justement un téléphone qui n'est pas mou et qui ne donne pas ce sentiment de, de mollesse lorsque l'on l'utilise, ce qui est extrêmement désagréable sur d'autres mobiles concurrents. Voilà, donc ça c'était le point de l'esthétique. Alors l'autre point maintenant c'est celui de l'écran. Alors je vous ai parlé de la dalle tactile, on va y revenir, mais maintenant l'écran. Alors l'écran, c'est un écran qui a une résolution bien malheureusement un peu faible. C'est l'un des sacrifices à faire justement lorsque l'on achète un mobile entrée de gamme, c'est la résolution de l'écran et donc la netteté de l'image. Alors l'écran est un écran de 3,5 pouces, ça je me répète, c'est un écran de 3,5 pouces qui fait donc 8,9 cm de diagonale, on va dire 9, qui a une résolution un peu faible, forcément, 480 pixels par 320 pixels, donc exit la HD, n'espérez pas avoir de film HD sur ce mobile, même s'il est capable de lire le fichier, la qualité d'image ne sera pas celle de la HD, forcément, je viens de vous l'évoquer. En termes de densité de pixels, tout ça, ça nous amène à un écran qui a une densité de pixels de 165 ppp, pixels par pouce, ou ppi en anglais, pixels per inch. Alors 165 pixels par pouce, forcément ça donne une qualité d'image qui est un peu, on va dire, allez, pour être poli, passable, dans le sens où forcément, lorsque vous allez regarder une vidéo sur cet écran, vous allez avoir le sentiment de voir les pixels. Voilà, c'est la chose dont il faut être clairement conscient. Vous aurez ce sentiment de pixelisation. Alors, autre détail, justement, vous êtes en train de regarder ma petite frappe sur cet écran, en tout cas sur la dalle tactile, qui me permet donc de faire une petite recherche sur YouTube, parce que j'ai envie de vous montrer une petite vidéo. Alors là, j'ai tapé Top for Phone, mais là, je vais taper plutôt GoPro. Et alors j'utilise la chose de manière très classique, puisque sachant qu'il y a un clavier swipe. Mais ça je vous le montrerai tout à l'heure. Et swipe c'est une option qui est intégrée de base sur tous les ACR que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à maintenant. Alors là je vais lancer une petite vidéo HD, mais qui bien évidemment ne sera pas HD. Ce qui me permet aussi de vous montrer non seulement la qualité d'image, mais aussi vous donner une idée du son procuré par le haut-parleur. Vous l'aurez remarqué, sans forcer le zoom, on distingue quand même un petit peu les pixels sur l'écran. Et bien ça, c'est lié à la faible densité de pixels. Alors on va accélérer un peu dans la vidéo, on va trouver un moment un peu plus punchy. Et le son est donc procuré par le haut-parleur, tel que je vous l'ai indiqué, qui est situé à l'arrière. Forcément qui est étouffé lorsque je le pose sur la table. Un grand classique maintenant chez les smartphones, sur les smartphones que nous testons, mais qui possède une qualité de son convenable. D'ailleurs, c'est l'un des points forts de ce téléphone, c'est le son. Voilà. Donc petite vidéo YouTube pour vous donner une idée de la qualité d'image et puis forcément du son qui est véhiculé par ce téléphone. Alors juste pour revenir un petit peu, vous l'avez vu, la qualité d'image elle est, on va dire, passable. Passable dans le sens où la résolution est faible et passable aussi dans la notion où en taux de contraste, en luminosité, on est sur quelque chose qui est, encore une fois de plus passable. 262 000 couleurs, c'est le nombre de couleurs affichées en simultané par cet écran. Bon, on est loin des 16 millions de couleurs forcément des écrans qui sont un peu plus performants, on va dire. Et la luminosité, même si elle peut être réglée en automatique, est plutôt tout aussi passable. Donc, grosso modo, en termes de qualité d'image, on est sur un résultat qui est tout à fait adapté à l'entrée de gamme, et qui forcément n'est pas en HD, et qui forcément laisse un petit peu à désirer pour les véritables amateurs de belles images, et notamment de HD. Enfin, soit, rappelons-le aussi, c'est un téléphone qui vaut moins de 100 €. Alors maintenant, pour arriver sur la dalle tactile que je vous évoquais tout à l'heure, pas traité antérieur, pas traité anti-casse, mais résistante, rigide, en tout cas c'est un bon point, elle est également réactive. Je n'ai pas souffert justement de ralentissement lors de l'utilisation de ce téléphone, c'est un bon point. Ça veut dire que la dalle tactile est suffisamment réactive, donc il s'agit d'une dalle tactile capacitive, et que derrière les performances du téléphone sont largement suffisantes pour permettre justement à ce téléphone de fonctionner sans lag, du moins lors de l'utilisation tactile de base. Donc voilà, on a donc eu, une bonne qualité de dalle tactile. Pour le son, alors le son, je vous l'ai dit, il est correct sur le haut-parleur, il est correct également sur l'écouteur principal, pas de problème là-dessus, aucun point négatif à souligner justement, les deux font bien leur travail. Et le son procuré par le jack 3.5 est aussi de bon niveau, sachant que vous disposez alors sur ce téléphone d'une fonction SRS, donc qui est une sorte de booster de basse, d'aigu, que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Donc on a le SRS Sound, qui est accessible depuis donc le menu paramètres.
Et donc on peut activer ou désactiver l'option, on peut très bien gérer les aigus à la mano, on peut très bien gérer les basses à la mano, et on peut aussi choisir d'avoir un équaliseur pré-réglé, donc un preset, lorsque l'on écoute de la musique, donc lorsque l'on utilise le player MP3 par exemple. On peut avoir une fonction rock, pop, custom c'est donc ce que je viens de vous montrer, drama, action ou MTV, enfin bon, soit ok, qui sont donc des presets qui vont faire que le son, par exemple, lorsque vous le mettez en rock, est un peu plus rond, un peu plus sur les basses, donc c'est assez sympathique comme option, et même chose pour les vidéos, voilà. Donc le son finalement est un petit peu le bon point de ce téléphone, c'est un peu l'une des forces de ce mobile entrée de gamme, c'est ce premier paramétrage SRS on va dire, donc cet équaliseur finalement, ça n'est ni plus ni moins qu'un équaliseur qui peut être géré soit à la mano, soit en automatique, donc le fameux SRS. Voilà, donc en termes de son, eh bien, pas de mauvaise note, au contraire, on est sur un résultat qui est plutôt convaincant pour un mobile, encore une fois de plus, qui est un entrée de gamme. Alors maintenant pour arriver sur les performances, alors vous le savez, lorsque je teste un mobile, sur les notions de performance, il y a trois choses que j'utilise, enfin trois petits tests que j'utilise, donc notamment qui sont en tout quadrante, et plus largement aussi, enfin plus particulièrement, pardon, Epic Citadel. Alors AnTuTu et Quadrant sont deux applications qui permettent d'avoir des scores et qui permettent donc de benchmarker un mobile par rapport à un autre. Donc on est sur un score obtenu sur AnTuTu de 5769 points, donc 5700 points on va dire. Donc c'est clairement le score d'un entrée de gamme en 2013 et c'est aussi le score d'un entrée de gamme en 2012. Donc pour être particulièrement précis, en tout cas c'est ma propre appréciation, j'estime que dans les 6000 points on est vraiment sur le début de l'entrée de gamme. Donc là voilà, jusqu'à 6000 points pardon, on est sur le début du moyen de gamme, donc 6000 points moyenne de gamme et en dessous de 6000 points on est sur de l'entrée de gamme. Et donc c'est effectivement ma classification sur ce mobile, on est sur l'entrée de gamme. On est sur l'entrée de gamme qui est à même niveau de performance que par exemple un Austin de YouCall, le fameux Austin de YouCall. On est en dessous des performances par contre qui sont celles d'un Wiko Sync Plus, qui est lui plutôt dans les alentours de 8000 points. Mais on est clairement sur un mobile qui est un entrée de gamme, qui certes a un petit score on va dire, mais qui est le score d'un entrée de gamme tout à fait normal pour 2013 et encore plus normal pour 2012. Mais c'est un score qui, je peux me permettre de vous le garantir, permet de faire tourner du Asphalt. Ce téléphone est capable de faire fonctionner Asphalt 7 sans aucun problème. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Et Quadrant, alors Quadrant nous permet d'avoir un score. Ah, je vais être obligé de relancer Quadrant en entier, donc. Et ben voilà, ça va me permettre justement, pendant que Quadrant fonctionne et fait son benchmark, de vous parler un petit peu du reste, justement, des spécifications de ce mobile. Alors, le Quadrant, lui, m'a donné, lors du précédent test, on va voir si ça se corrobore une nouvelle fois, un score de 1600 points, environ 1600 points. Donc c'est clairement le score d'un entrée de gamme. Les applications donc, qui sont AnTuTu et Quadrant ne mentent pas sur ce téléphone. Oui, clairement, c'est un entrée de gamme. Et alors c'est un entrée de gamme qui s'appuie sur un triptyque de composants bien classiques qui sont donc le processeur graphique et mémoire vive, donc CPU en anglais, GPU et RAM. Et donc ils sont les suivants. Donc voilà, pendant que la vidéo tourne et donc pendant que le test tourne, je vais tout simplement me permettre de vous donner les informations concernant ces trois éléments. On a un processeur qui est un processeur CPU, donc en anglais, de 1 GHz, qui est un simple cœur, donc c'est là la faiblesse de ce mobile. C'est un Mediatek, donc un Mediatek c'est un processeur chinois, et c'est précisément un MTK 6575M. Donc je me répète parce que j'ai un peu bafouillé. MTK 6575M, ça parle au connaisseur, enfin en gros tout ça pour vous dire que oui, il s'agit clairement d'un processeur entrée de gamme. La mémoire vive elle est fournie à hauteur de 512 MO, rien d'étonnant, encore une fois de plus c'est un entrée de gamme, donc 512 MO c'est largement suffisant cependant pour faire fonctionner les jeux dont je vous ai parlé, dont ce fameux Asphalt 7. Le processeur graphique est un processeur graphique qui est clairement vieillissant, mais encore une fois de plus c'est en phase avec le reste. C'est un PowerVR SGX 531, encore une fois de plus ça parle au connaisseur. Pour le reste du commun des mortels, sachez que c'est un processeur qui est vieillissant mais qui fait encore son travail. Bon, grosso modo, le triptyque de composants que l'on a ici qui permet de faire fonctionner les jeux et les applications est un triptyque classique. En 2012, on l'enlevait de façon régulière. C'est quelque chose qui, aujourd'hui en 2013, peut sembler un petit peu dépassé, sachant qu'on a pas mal finalement de double cœur et de 4 cœurs qui apparaissent sur les smartphones, même entrée de gamme. Mais voilà, effectivement, on est sur quelque chose de cohérent, on va dire. Le score donc, le score donc sur Quadrant est donc de 1590 points, pardon. Donc on n'est pas très loin des 1600 points que je vous avais évoqués il y a quelques instants. Voilà, donc en termes de performance, je me permets tout simplement d'enfoncer le clou pour la 10e fois. Oui, on est sur quelque chose de raisonnable. Oui, on est sur quelque chose d'entrée de gamme. Bon, juste pour rebondir maintenant sur l'autre aspect des performances. Lorsque l'on parle de mémoire vive, forcément il y a une autre mémoire dont on parle, c'est forcément la mémoire morte,
ou en tout cas ce que l'on appelle la mémoire de stockage, la ROM. Eh bien elle est faible. Alors elle est faible, je vais être précis, 200 MO, c'est ce qu'il est possible de trouver sur ce téléphone. Alors 200 MO, oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que tout simplement vous allez arriver très très rapidement à saturation. Je m'explique, les 200 MO sont utilisés par ce téléphone pour installer les applications. Et voilà, je viens de faire une bêtise. Donc les applications, je vais y arriver, pardon, la mémoire de stockage interne donc, est utilisée pour donc installer les applications et les jeux. Alors sur certains mobiles, on a la bonne surprise parfois de pouvoir installer les jeux et les applications sur la micro SD. Mauvaise note, sur ce téléphone ça n'est pas possible parce qu'il y a un bug et c'est le même bug que l'on retrouve sur le Liquid 1, le Liquid 2, etc. que j'ai déjà eu l'occasion de tester précédemment. Donc pour être plus clair, les applications et les jeux s'installent sur la mémoire de stockage interne. Bon. Alors la mémoire de stockage interne, forcément, elle permet d'installer jusqu'à 200 MO, comme je vous l'ai dit. Alors normalement, sur ce téléphone, vous avez une option qui vous permet d'installer les applications et les jeux sur la mémoire de stockage externe, micro SD. Or, ça ne marche pas, on obtient une erreur. Ce qui veut dire que lorsque vous arrivez à saturation de cette mémoire, eh bien, c'est ballot, vous ne pourrez pas faire grand-chose de plus. Et là, pour le coup, voilà, j'ai réussi à installer quelques applications, dont notamment Toutou et forcément Quadrant, pour réussir à vous montrer un petit peu les performances de ce mobile. J'ai aussi installé Asphalt 7, qui étonnamment d'ailleurs ne pèse que 36 MO, ce qui veut dire que la qualité graphique est forcément vue à la baisse. En tout cas, le graphisme, la qualité de design est forcément vue à la baisse sur ce téléphone, parce que voilà, on n'est pas sur du HD. Mais voilà, effectivement, lorsque j'ai voulu installer Epic Citadel ou lorsque j'ai voulu installer bien d'autres jeux comme Wild Blood, etc., je n'ai pas pu parce que le téléphone m'a fait des belles erreurs. Oui, parce que je n'ai pas le droit d'installer sur la micro SD, il y a un bug de mémoire. C'est le gros point faible de ce téléphone. C'est la gestion de la micro SD. Ça n'est pas le fait qu'il n'y a pas d'emplacement micro SD, il y en a un. Ça n'est pas le fait que le téléphone n'est pas fourni avec une micro SD, puisqu'il y en a une de 4 Go, donc vous avez de quoi faire en termes de mémoire. Finalement, vous pouvez très bien mettre des MP3 et des films. Non, le problème vient, encore une fois de plus, de la gestion de cette micro SD, et c'est selon moi le gros défaut de l'intégralité des mobiles qui sont des mobiles Acer Liquid. Voilà, c'est le gros problème. Et alors récemment, un lecteur m'avait évoqué justement, et je fais une petite parenthèse, que cela venait d'Android 4.x. Eh bien, c'est pas du tout le cas, puisque ici on est sur un Android 2.3 Gingerbread et on a encore le bug. Donc c'est un bug qui est lié au constructeur et qui n'est pas forcément lié à Android. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Oui, là je tape un peu fort sur Acer, pourtant j'apprécie énormément leur mobile, mais là pour le coup, ce bug de mémoire qui est un bug de mémoire récurrent chez eux, est un bug de mémoire qui selon moi est vraiment pénalisant. Alors maintenant, ça je vous ai parlé des performances, maintenant je vais vous parler de la connectivité. Alors autre point de ce téléphone, finalement en termes de connectivité, on n'est pas trop mal loti. Donc vous voyez, j'étais très critique notamment avec la gestion de la mémoire de stockage. Bon, malgré tout les performances sont bonnes, mais maintenant en termes de connectivité, oui, on est sur quelque chose qui est sympathique, dans le sens où on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du GPS, plus précisément du AGPS, on a du double SIM, et alors pour être précis sur la vitesse internet, on est sur du HDPA, DPA, c'est l'équivalent donc de la 3G+, enfin c'est de la 3G+. Donc on est finalement sur quelque chose de convaincant en termes de connectivité quadribande et surtout double SIM, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, à côté de ceci, on a aussi l'emplacement micro SD, un jack 3.5 et un micro USB. Maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est la gestion des deux cartes SIM. C'est une question qui est tout à fait légitime et que l'on pose régulièrement sur ce genre de téléphone, les fameux double SIM. Et alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, la gestion des doubles SIM, elle se passe par un petit onglet, ou en tout cas une petite option qui s'appelle Gestion SIM, dans les paramètres. Bon, rien de plus simple. Lorsque l'on va dans Gestion SIM, donc dans ce téléphone, on a la possibilité de changer les couleurs qui sont attribuées à chacune des cartes SIM, à changer son nom. Donc, moi personnellement j'ai mis Pritel 1 et Pritel 2 puisque forcément je teste deux cartes SIM Pritel, un bleu clair et un bleu foncé. Lorsque je veux justement me servir de ce téléphone, lorsque je veux émettre des appels, alors j'ai la possibilité par exemple de systématiquement avoir une question qui m'est posée lorsque je compose un numéro. Est-ce que j'ai envie d'appeler avec la SIM 1 ou 2 ? Le téléphone va me poser la question lorsque j'émets l'appel. Ou alors, je peux décider qu'à chaque fois que j'émets un appel, ce soit la carte SIM 1 ou la carte SIM 2 qui soit utilisée. Même chose pour les SMS, soit j'utilise la carte SIM 1 systématiquement, soit la 2 systématiquement, soit le téléphone me redemande à chaque fois. Pour les connexions de données, c'est simple, soit j'utilise la carte SIM 1 comme carte SIM qui va me permettre d'accéder à la data, soit la 2, soit aucune. Donc c'est-à-dire que je peux très bien désactiver la 3G sur ce mobile. Voilà, je peux très bien décider de faire de l'itinérance de données, ce
qui est assez logique, et je peux très bien décider d'affecter des contacts à une carte SIM 1 ou 2, c'est-à-dire que lorsque je vais contacter ce fameux contact, eh bien, je vais utiliser soit la 1, soit la 2 des deux cartes SIM en fonction de, eh bien, des attributions justement de droit. Voilà, donc maintenant pour la gestion des appels, eh bien, c'est très simple, hein, comme je vous l'ai dit, je compose un numéro de téléphone, je vais émettre l'appel, je vais appeler, et là on me demande, puisque j'ai dit au téléphone de toujours me poser des questions, pardon, eh bien d'utiliser soit la carte SIM 1, soit la 2. Alors j'ai mis avec la carte SIM 1, j'ai l'information qui apparaît, oui, je suis en train d'appeler avec la carte SIM 1, voilà, donc un numéro de téléphone totalement bidon, hein, n'essayez pas d'appeler le 06, 06, 06, etc. Et dans le journal des appels, je n'ai ni plus ni moins que eh bien, une entrée avec carte SIM Pritel numéro 1 qui est indiquée avec la couleur que je lui avais désignée. Donc encore une fois de plus, et c'est exactement la même chose pour les SMS, encore une fois de plus, le journal des appels, le journal des SMS et donc tout ce qui est émission d'appel et réception d'appel est très bien fait dans le sens où je sais quelle est la carte SIM qui est utilisée. Particularité maintenant de ce double SIM, c'est qu'il est double SIM standby. En gros, vous avez deux gros modes aujourd'hui de double SIM. Vous avez le double SIM active et le double SIM standby. Double SIM active, lorsque vous recevez deux appels téléphoniques sur chacune des cartes SIM, eh bien vous avez la possibilité de décrocher les deux appels, pardon. Standby, donc ce qui est le cas ici. Si vous recevez un coup de téléphone sur la SIM numéro 1 et un autre sur la carte SIM numéro 2, eh bien l'un des deux appels va tomber sur le répondeur. Donc ça, c'est la carte SIM standby, enfin en tout cas, c'est la gestion des double SIM standby. Maintenant, j'ai envie de vous montrer les SMS. Alors les SMS, j'ai envie de vous les montrer, non pas pour vous montrer eh bien, que lorsque l'on émet un SMS, c'est Pritel 1 ou Pritel 2 qui apparaît, c'est tout simplement pour vous montrer eh bien, le clavier. Ici, on a un clavier qui est le clavier Swipe, donc qui est proposé par défaut, que vous pouvez désactiver certes, mais qui vous permet simplement de saisir de manière un peu plus facile, en tout cas pour les utilisateurs habitués, de Swipe, vos messages. Alors, par exemple, pour taper le mot pour, eh bien, je vais faire comme ça. Voilà. Vous avez vu, je n'ai pas décroché le doigt du clavier, j'ai tapé pour, en tenant mon doigt sur le clavier en le faisant glisser, tout simplement. Voilà. Donc c'est exactement la même chose pour, par exemple, si je voulais taper le mot toi. Voilà. Vous avez vu, ça c'est swipe. Par contre, je peux très bien utiliser le clavier de manière classique en tapant chaque lettre les unes à la suite des autres. Donc oui, autre bon point justement de ce téléphone, le clavier swipe est proposé, et c'est d'ailleurs le cas de tous les liquides que j'ai eu l'occasion de tester, avec le 1 et le 2 et le E2 par exemple. Le clavier swipe est proposé gratuitement sur ce téléphone. Il faut savoir que c'est une bonne petite note, c'est une application qui vaut à peu près 1 € sur le Play Store, que je vous montrerai d'ici quelques instants. Donc voilà, c'est un petit cadeau de la part de Acer, et c'est un cadeau qui mérite qu'on le souligne. Voilà, donc eh bien, en termes de connectivité, on est sur un résultat qui est tout à fait convaincant, hein, comme je vous l'ai évoqué, avec une gestion double SIM simple, efficace, et qui permet d'attribuer des droits à chacune des deux cartes SIM. Voilà, donc ça c'était pour la partie matérielle. Maintenant pour la partie logicielle. Alors rentrons un petit peu dans le détail du système d'exploitation et de sa version, puisqu'il s'agit ici, donc comme je vous l'ai évoqué, d'Android, et il s'agit d'Android 2.3. Ce que l'on voit notamment lorsque je vais dans le panneau. Hop. Lorsque je vais dans le panneau, à mon sens, je vais y arriver. Vous voyez, je fais des fausses saisies, mais ça c'est moi et mon petit côté Bonaldi. Lorsque je fais justement, eh bien, lorsque je vais dans le menu, plus d'informations, en tout cas lorsque je vais regarder plus d'informations, ou à propos du téléphone pour être précis, je vois bien qu'il s'agit d'une version d'Android 2.3.6. Aujourd'hui, il n'existe pas de mise à jour de ce téléphone en 4.0, 4. quelque chose, tout simplement parce que, premièrement, je pense que le constructeur maintenant se base sur les autres mobiles qui sont notamment le E1 et surtout le E2, qui viennent clairement remplacer ce genre de téléphone, mais qui sont plus chers. Et puis surtout, voilà, c'est un téléphone entrée de gamme qui a eu sa vie et le constructeur, à mon avis, a autre chose à faire que d'essayer de tenir à jour ce genre de téléphone. Autre particularité, de toute façon, si la mise à jour était proposée notamment en 4. quelque chose sur ce téléphone, personnellement, je vous déconseillerais de le faire parce que le téléphone est un entrée de gamme, je le rappelle, avec des performances justes. Et un téléphone avec un Android 4. quelque chose sur un smartphone, voilà, enfin un téléphone qui aurait un 4.0 ou plus sur ce genre de téléphone avec ses performances, pardon, je vois que je ne suis pas très clair, ça serait risqué justement d'avoir un téléphone un peu trop lent ou qui pourrait avoir voilà, un petit peu de lenteur. Bon, ça serait pas très agréable au final. Donc finalement, voilà, je vous déconseille vraiment d'utiliser une mise à jour sur ce genre de téléphone, ou en tout cas d'essayer de faire de la mise à jour en 4. quelque chose, ça ne serait vraiment pas judicieux. De toute façon, le constructeur ne le propose pas en officiel, donc ne cherchez pas à le faire, selon moi, ça ne vaut pas la peine. Le 2.3.6 fonctionne à merveille. Donc un Android 2.3.6 qui fonctionne parfaitement, c'est un système d'exploitation qui est largement connu aujourd'hui,
qui propose de base bien, toutes les applications Google, donc Google+, Play Music, Play Films, etc. Et qui surtout permet d'accéder au Play Store, donc maintenant qui s'appelle le Google Play, qui permet donc de télécharger des films, des applications, des jeux, etc. Donc du contenu qui soit payant ou gratuit. Et du contenu donc, qui est généralement payant, tout simplement pour faire la parenthèse, parce que le contenu gratuit est généralement de mauvaise qualité, ou en tout cas de faible qualité. Bon, quoi qu'il en soit, ça m'a permis de retrouver Asphalt 7 et de télécharger Asphalt 7. Alors Asphalt 7 que je viens de lancer, vous l'avez vu, et qui forcément va prendre un peu de temps dans sa phase de démarrage. Alors ça me permet justement bien, de nettoyer l'écran, parce que je suis en train de voir que j'ai fait des belles traces de doigts, et oui, c'est normal, c'est un écran tactile quelque part. Et voilà, petit nettoyage d'écran, vous l'avez vu, et Asphalt 7. Alors Asphalt 7 qui est toujours en séquence de loading, mais c'est normal, le jeu est particulièrement long à charger, y compris sur des smartphones haut de gamme. Et donc ça se charge, ça se charge. N'hésitez pas à accélérer dans la vidéo avec la petite barre de défilement YouTube, puisque la vidéo est stockée sur YouTube comme vous le savez. Voilà. Voilà, bon en tout cas le jeu finit par se lancer. En tout cas, tôt ou tard, avec des panneaux de loading encore et encore et encore. Alors j'espère que là aussi je ne vais pas souffrir d'effet Monaldi, que je n'aurai pas un fail dans la vidéo avec un jeu qui ne se lance pas. Oui. Alors, on va le laisser démarrer, on va le laisser se charger tranquillement. Donc, oui, tout à fait. Vous avez vu une petite coupure son. Bon, tout ça me permet également de vous dire que le téléphone, voilà, fait fonctionner les jeux 3D sans aucun problème, y compris du Asphalt 7. C'est pas le plus gourmand des jeux 3D, parce que maintenant il commence à dater un peu. Il faudra qu'un de ces jours je me mette à jour justement et que je vous propose des jeux un petit peu plus récents. Voilà. Et on va justement prendre le jeu, on va lui mettre une voiture de sport bien puissante. Et ça va me permettre de vous montrer que le jeu ne lag pas, en tout cas que le téléphone n'a pas de lag lorsqu'il bien fonctionne après de très nombreuses séquences de loading. Tout de même, merci Asphalt 7. On va laisser le jeu toujours downloader. Voilà, on y arrive. Voilà. Voilà, tout ça me permet effectivement de vous dire que oui, ça marche très bien, mais qu'effectivement c'est long, c'est long, c'est long. Voilà. Alors Asphalt 7 qui est un jeu qui me permet aussi de vous dire qu'il y a un accéléromètre, puisque je peux très bien conduire la voiture à l'accéléromètre, comme vous le voyez. Et c'est un jeu qui ne ralentit pas lorsque, alors je fais mon fameux test, lorsque je percute notamment des lampadaires. Vous l'avez vu, il n'y a pas de sentiment de lag, c'est-à-dire que le téléphone ne donne pas le sentiment de ne pas arriver à calculer ce qui se passe. Lorsque je heurte un lampadaire, c'est le test un peu classique sur ce jeu, et bien ça fonctionne. Le téléphone ne montre pas de lag. Donc un jeu 3D comme Asphalt 7 fonctionne parfaitement sur ce téléphone, même si ce dernier a des performances, on va dire, un peu justes. En tout cas, qui sont tout à fait en adéquation avec un entrée de gamme proposé à moins de 100 €. Voilà. Donc ça c'était pour la partie bien applicatif, partie système d'exploitation. Bon, pour le reste, Acer n'a pas vraiment fait de surcouche. Enfin, pour être précis, Acer n'a pas mis de surcouche du tout d'ailleurs. Il n'y a ni surcouche graphique, ni surcouche fonctionnelle, si ce n'est peut-être un fond d'écran. Voilà. Bon. Alors maintenant, pour arriver à l'usage de ce téléphone, qui est la dernière partie finalement de l'analyse de la partie logicielle. Alors c'est la dernière partie de la dernière partie finalement, et puis on parlera aussi de son appareil photo. Alors, le téléphone peut être utilisé, vous l'avez vu, de façon ludique. Donc c'est un téléphone qui peut très bien être utilisé par les particuliers. Lecteur MP3, lecteur de vidéo, lecteur de film, donc forcément les jeux. Bon, c'est un téléphone qui est ludique. On peut très bien l'utiliser pour se divertir. Et c'est un téléphone qui aussi est fait pour téléphoner. Donc, autre particularité, c'est un smartphone qui est un vrai téléphone. Et c'est un smartphone qui est aussi utilisable en outil de jeu, de divertissement. Alors, c'est aussi un téléphone qui, on l'imagine, parce qu'il a deux doubles SIM, peut très bien être utilisé par un professionnel qui aurait envie d'avoir un seul téléphone, mais de gérer deux lignes téléphoniques, sa perso et sa pro. Bon, cependant, en général, les professionnels ont tendance à préférer des téléphones un peu plus puissants que celui-là, plus rapides, plus solides, plus grand écran notamment, ce qui est plus confortable pour voir pour saisir du rendez-vous, même si c'est une application de base, mais en général, les professionnels ont tendance à aimer les téléphones un peu plus puissants que celui-là. Donc ce qui me fait dire que oui, ce téléphone peut très bien être utilisé par des particuliers, c'est d'ailleurs son positionnement, c'est un téléphone qui est principalement destiné au marché
du B2C, Business to Consumer, et qui est donc principalement destiné aux particuliers. Mais on peut très bien le voir utilisé par du professionnel, tout simplement. Bon, même si ces derniers auront tendance à préférer des téléphones un peu plus puissants. Bon. Donc ça, c'était pour l'usage. Maintenant, pour vous revenir notamment sur une notion d'usage qui est particulière, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, je vous l'ai évoqué, c'est un 3,1 mégapixels. Il n'a pas de flash LED, donc ce qui veut dire qu'en fonction de nuit, donc n'espérez pas prendre des photos de nuit, justement, en faible luminosité, ça ne marchera pas. Vous verrez qu'un simple gros gribouillis de pixels, voire vous ne verrez rien du tout, ça sera tout noir. Et c'est un appareil photo qui n'est absolument pas doté d'autofocus. Donc, particularité, lorsque vous voulez prendre une photo, là je prends une petite voiture, lorsque vous voulez prendre une photo, il n'y a pas d'autofocus, hein, c'est à vous de zoomer un petit peu, enfin à vous de faire la mise au point, il n'y a pas d'autofocus. Voilà. Donc ça c'est la particularité de ce capteur photo. Autre particularité, donc outre le fait qu'il n'a pas de flash LED, outre le fait qu'il n'a pas d'autofocus, donc 3,1 mégapixels, eh bien les photos sont de qualité, on va dire, passable. Je dis pas ça pour pas être mal poli. Et oui, pour moi, c'est vraiment le minimum de la photo. Hein. On ne peut pas dire autre chose. C'est voilà, le minimum acceptable, on va dire, pour une photo. Alors, vous retrouverez notamment, et pour être plus factuel que ça, parce que là, je suis très subjectif quand je vous dis ça, mais pour être factuel, vous retrouverez un échantillon photo sur l'article de test de ce téléphone. Sur l'article test donc, de ce téléphone qui est donc publié sur Top 4 Phone, donc top-4-phone.fr, une URL que vous voyez en haut à gauche de cette vidéo déjà. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer parce que c'est cliquable. Donc, si vous arrivez sur l'article de test de ce téléphone, eh bien, vous constaterez que la photo échantillon que j'ai postée, le sample de photo, eh bien, montre une qualité très moyenne, très passable. Je le rappelle, on est sur un téléphone entrée de gamme qui vaut moins de 100 €. On ne peut pas non plus lui demander d'avoir un capteur photo de 8 mégapixels et plus, et surtout d'être en haut de gamme. Voilà. Donc deux derniers points avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo, ce sont notamment le DAS et l'autonomie de ce téléphone. Alors l'autonomie du téléphone en veille, elle est très très bonne. La batterie 1300 mAh permet à ce téléphone, lorsqu'il est en veille, de tenir largement une semaine. C'est-à-dire que bien, je l'ai posé concrètement sur une table pendant une semaine après avoir chargé à 100%, je l'ai retrouvé, effectivement il était encore actif. Bon, mais ça, pendant une semaine, je ne l'ai pas touché. Forcément, c'était de la bonne vraie veille, et pas vieille, c'était de la bonne vraie veille. Alors par contre maintenant lorsque vous l'utilisez, eh bien ce téléphone a la particularité d'être relativement énergivore. Peut-être que c'est lié au double SIM, je ne sais pas. Enfin quoi qu'il en soit, lorsque vous l'utilisez, eh bien l'autonomie de ce téléphone a tendance à fondre très rapidement et on arrive avec un téléphone qui a du mal à dépasser les 2 jours d'autonomie. Pourtant c'est un entrée de gamme qui dans l'absolu ne devrait pas être très gourmand. Et on est plutôt dans l'autonomie, on va dire, quotidienne, 1,5 jours peut-être au mieux avant la recharge. Ce qui veut dire que lorsque vous l'utilisez pour faire un peu d'appel, un peu de SMS, peut-être un peu de jeu, eh bien attendez-vous forcément à recharger quasi tous les jours, voire tous les 1,5 jours. Tous les jours et demi, justement. Voilà, donc c'est l'autonomie qui est un petit peu mauvaise, on va dire, sans être catastrophique sur ce téléphone, mais on commence à être habitué sur les smartphones à avoir une autonomie qui est de l'ordre du 1 jour à 2 jours. Par contre, bon point, c'est le DAS de ce téléphone. Alors généralement sur les entrées de gamme, on a des mauvaises surprises puisqu'on a des débits d'absorption spécifiques, donc l'acronyme du DAS, qui est donc la capacité d'un téléphone à émettre des ondes lorsque vous êtes en appel. Eh bien on a souvent la mauvaise surprise sur les téléphones entrée de gamme d'avoir des DAS un peu élevés. Et là on a un DAS qui fait 0,53 watts par kilo. Donc on est sur un DAS qui n'est pas faible, on est sur un DAS qui est dans la bonne moyenne basse. Donc on est sur un bon DAS, donc un téléphone qui n'émet dans l'absolu pas trop d'ondes. C'est un bon point. Et c'est un bon point qui mérite qu'on le souligne, parce que d'autres constructeurs se permettent de faire l'impasse en espérant que justement les utilisateurs ne le remarquent pas, mais malheureusement aujourd'hui le marché français est relativement bien éduqué sur le sujet et forcément ça leur pose des problèmes. Voilà, donc un bon DAS. Bon, conclusion de la vidéo qui dure maintenant depuis près de 40 minutes justement sur ce téléphone qui pourtant est un entrée de gamme et sur lequel on n'a pas beaucoup de fonctionnalités à montrer. Bon. Conclusion de cette vidéo, eh bien, je viens d'évoquer, il s'agit d'un entrée de gamme. Un entrée de gamme proposé à moins de 100 €, c'est pas mal dans l'absolu. C'est un téléphone qui présente une bonne rigidité de châssis, un écran qui ne s'enfonce pas sous la pression, même forte, qui a un écran donc avec une résolution qui est très loin d'être une HD, et avec une dalle tactile qui par contre est loin d'être une casse anti-rayure, mais qui est rigide. Bon point. On a un son qui est un son de bonne qualité, des performances liées à un triptyque processeur graphique, mémoire vive, qui sont, on va dire, raisonnable et en correspondance justement avec un téléphone entrée de gamme.
Particularité en termes de performance, j'y reviens, c'est vraiment le bug extrêmement énervant et je le dirais toujours lié à la gestion de la mémoire de stockage. Il est impossible de stocker des applications et des jeux sur la mémoire micro SD. Vous êtes obligé uniquement de les installer sur la mémoire interne et celle-ci est faible. Donc forcément, vous allez très vite arriver à saturation. Et vous avez vu, voilà, j'ai téléchargé 2 applications, un jeu, et je suis déjà arrivé à saturation. Donc si vous êtes un gamer, bon, premièrement, décidément, je pense que vous aurez du mal à vous satisfaire de ce téléphone parce que la résolution est petite, faible, et l'écran est tout aussi petit. Mais si vous êtes un gamer, sachez que, voilà, eh bien, arrivé à 2 jeux, par exemple, eh bien, vous aurez du mal à installer un 3e jeu. Votre mémoire arrivera à saturation. Ça, c'était pour l'aspect mémoire, qui est l'aspect le plus énervant qu'il m'est arrivé de constater sur ce téléphone. Pour le reste, en termes de connectivité, on est sur un téléphone qui est connecté, Wi-Fi, quadriband, 3G+, etc., double SIM. On est sur quelque chose qui est convaincant en termes de connectivité. En termes de système d'exploitation, on est sur quelque chose qui est un peu vieillissant, mais qui fonctionne encore à merveille, qui est Android 2.3.6, donc Gingerbread, qui est donc la version antérieure à ce que l'on connaît aujourd'hui, qui est donc le Jelly Bean, et même précédemment le Ice Cream Sandwich, donc qui était le 4.0. Jelly Bean, c'est le 4.1 et le 4.2. Voilà, donc on est sur un système d'exploitation qui est un peu ancien, qui n'est pas du tout customisé par Acer, pas de surcouche graphique, pas de surcouche fonctionnelle, on a juste un fond d'écran. Voilà, c'est la particularité. Pour le reste, en termes d'usage, on est sur un téléphone qui conviendra aux professionnels, même si ces derniers ont tendance donc plutôt à avoir des téléphones à plus grand écran. Donc personnellement, je pense que c'est un téléphone qui est plutôt destiné aux particuliers, en tout cas c'est son positionnement. Et voilà, et un autre point, c'était les 2 derniers points que j'ai évoqués avant la conclusion de cette vidéo. On est sur un téléphone qui a une autonomie qui est plutôt faible, plutôt, bon, allez, on va dire correct, puisque c'est le grand classique aujourd'hui dans les smartphones, mais bon, c'est toujours insatisfaisant d'avoir un téléphone qui tient moins de 2 jours. Et on est sur un téléphone par contre qui présente un très bon DAS. Alors tout ça me permet, conclusion de la conclusion, donc conclusion de ce récapitulatif que je viens de vous faire, tout ça me permet de vous dire quoi? Eh bien ça me permet de vous dire que ce téléphone finalement accuse un peu le poids du temps. Pourquoi? Parce qu'il a des performances qui sont un peu faibles en comparaison de ses concurrents. Malgré tout, c'est un téléphone qui est encore logique, voilà, qui a encore toute sa justesse sur le marché. Il est proposé à moins de 100 €, il est entrée de gamme, mais c'est un entrée de gamme convenable, il est rigide, il se tient très bien en main. Bon, finalement, voilà, le bilan est relativement positif pour ce téléphone, mais je le rappelle, ce téléphone est confronté à des concurrents moins connus, mais qui proposent des téléphones qui sont aussi de très bonnes alternatives. Donc notamment le Wiko Sync Plus, qui a bien des performances plus élevées, parce qu'il a un processeur un peu plus performant, voilà, qui est un peu plus au jour. Voilà, donc sans être complètement has-been, le Acer Liquid Z110 Duo est un bon téléphone double SIM, certes, mais il souffre d'une concurrence un petit peu rude de la part du Wiko Sync Plus notamment. Ce qui m'amène à vous dire que finalement, en gros, entre tous ces mobiles que je vous ai évoqués, donc les fameux 3 mobiles que je vous ai évoqués tout à l'heure, ce qui va vous permettre, ce qui va, à mon sens, vous faire pencher plus pour l'un que pour l'autre, c'est le prix. Ça n'est ni plus ni moins que l'argument prix qui prime sur ce genre de téléphone. Donc si vous retrouvez ce téléphone aujourd'hui comme étant le plus attractif en termes de prix par rapport à du Wiko Sync Plus ou à du YouCall Austin, eh bien prenez tout simplement celui-ci parce qu'il est moins cher et il est tout aussi satisfaisant. Si vous préférez par contre un téléphone qui a la dernière version d'Android, qui est un petit peu plus rapide, préférez le Wiko Sync Plus, voire peut-être le YouCall Austin. Mais les trois sont des très bons téléphones, et donc conclusion de la conclusion, ce téléphone est forcément intégré dans votre liste de choix, certes, mais à ne prendre qu'à une seule condition, c'est que ce soit le plus intéressant en prix. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était donc la vidéo de test du Acer Liquid Z110 Duo, un mobile qui est pas forcément le plus tripant que j'ai eu l'occasion de tester, ça c'est sûr, mais qui est un choix raisonné et raisonnable lorsque l'on veut un mobile entrée de gamme, pas cher et double SIM. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo qui sera comme d'habitude publiée sur YouTube et sur notre blog top-fort-phone.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube donc qui compte déjà plus de 7000 abonnés. Aujourd'hui, on est bientôt à 8000, je crois, en juin 2013. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas justement à faire partie de cette communauté et à nous donner vos impressions sur la vidéo, ma manière de tester le téléphone, mais le téléphone en lui-même aussi. N'hésitez pas également à faire vos propositions d'amélioration, vos propositions de tests, quels sont les prochains tests à faire par exemple. Voilà, je suis à votre entière écoute justement et je réponds en général en moins de 24 heures. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter et sur le blog et sur YouTube. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook et Twitter.
Voilà, et n'hésitez pas enfin à poser votre question sur quel téléphone choisir. Donc justement, si vous avez une incertitude sur les 3 mobiles que je vous ai cités, n'hésitez pas à poster votre question notamment sur le forum de Top for Phone et plus particulièrement dans la section quel téléphone choisir. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao ciao.